Bonsoir, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur le thème de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Certaines personnes membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis aimeraient éviter ce sujet de conversation, dû à la douleur que cela provoque. D'autres l'abordent avec tristesse ou colère. Mais la vérité doit être entendue concernant cette page de l'histoire canadienne. À l'émission, nous avons 3 invités non autochtones pour discuter de cette réconciliation dans la société québécoise dans laquelle nous vivons. Voici ma première invitée, Manon Massé, qui siège à l'Assemblée nationale et qui répond à cette question « Y a-t-il réconciliation entre le Québec et les peuples autochtones ?» Mais juste avant, la co-porte-parole de Québec solidaire a déposé une motion à l'Assemblée nationale la semaine dernière en la mémoire de Joyce Echaquan, dont la motion a été adoptée à l'unanimité. Voici une partie de cette motion. Qu'elle réitère ses condoléances à son conjoint, ses enfants et à la communauté des Atikamekw de Manawan. Qu'elle reconnaisse que les personnes des Premières Nations et des Inuits ont le droit d'avoir un accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé. Koué, Manon Massé, bienvenue à Nouvelles nationales d'APTN. Koué, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres. Merci d'avoir accepté cette entrevue dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Première question que j'aimerais te poser, Manon. Qu'est-ce que cette journée représente pour toi? Ben, premièrement, c'est une journée de grand deuil, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on se rappelle que cette journée a été créée suite à la découverte sans fin, j'allais dire, d'enfants qui sont malheureusement décédés dans les pensionnats. Alors pour moi, il y a plusieurs de mes amis autochtones qui sont... c'est une journée dure, difficile émotivement, mais pour moi, comme alloctone, c'est un moment privilégié pour dire aux Premières Nations, aux Inuits, que qu'il est temps que les choses changent, puis qu'il faut que ça vienne de notre bord. Et donc, la démarche de réconciliation, pour moi, elle est possible si et seulement si on reconnaît que le colonialisme nous a affectés, mais que vous avez les impacts négatifs et nous, on est du côté des privilèges. Et pour moi, le 30 de chaque année, le 30 septembre de chaque année, c'est un moment pour se rappeler ça. Toi qui parcours les couloirs de l'Assemblée nationale, est-ce que tu crois, selon toi, qu'il y a réconciliation entre le gouvernement du Québec et les peuples autochtones au Québec? Actuellement, comme par un passé rapproché, du fond de mon cœur, j'ai envie de te dire qu'il y a eu des pas, des avancées. Il y a des individus qui ont fait du cheminement. Mais globalement, je suis triste de t'annoncer qu'il y a encore une résistance. On n'ose toujours pas, pas on, mais je veux dire, dans cette enceinte, dans ce couloir, il y a déjà trop de monde qui ne veulent pas reconnaître que les Premières Nations, les Inuits, sont victimes à chaque jour de racisme systémique ou de discrimination systémique. Moi, tant qu'on est là, ça parle du travail qu'on a à faire. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que c'est une des raisons, entre autres, pour laquelle je continue à être député. C'est parce que je pense que la relation de confiance que j'ai développée avec plusieurs nations, avec des gens de plusieurs nations, pour moi, c'est de leur dire, écoutez, on fait notre possible. Vous savez que Québec solidaire, pas seulement moi, mais mon co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire ensemble, on veut passer à une autre étape. Pas nous autres on est au Parlement, là, mais c'est pas nous autres qui décidons, c'est le gouvernement de la CAQ qui décide. Mais nous, on est là pour pousser cette idée que de parler de nation à nation, ça veut dire profondément
de respecter ce que vivent les Premières Nations et au premier chef, à mon sens, c'est de reconnaître le racisme systémique. Mais les défis sont énormes à faire passer ce terme qui est si controversé. Y a-t-il des moments de découragement de votre côté? Oui, mais j'ai pas le droit de me décourager, Shushan. C'est comme... j'ai pas le droit de me décourager. Mais je vais quand même te dire quelque chose d'important. Tu sais, il y a quelques années, moi, ça fait 10 ans que je suis député. Il y a quelques années, c'est le Parti libéral du Québec qui ne voulait pas reconnaître le racisme systémique. Et là, hop, tout d'un coup, il y a du cheminement qui a été fait, puis il parle et ça semble être une position partagée par les gens du Parti libéral. Alors, je me dis, bon, quand j'étais d'ailleurs côte à côte avec des femmes autochtones, ici même à l'Assemblée nationale, avant la commission bien, justement pour demander qu'il y ait quelque chose pour les femmes et les filles disparues et assassinées, ben le Parti libéral ne voulait pas aller dans la reconnaissance du vécu et donc de la question du racisme, de la discrimination systémique. Fait que, oui, j'ai des bouts d'espoir. Je ne sais pas si on va y arriver. Il y a le projet de loi 32 qui est sur la table. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on ne va pas lâcher ça, c'est sûr. Tenochtimeton, Manon Massé. Tenochtimeton, mon ami. Après la pause, nous discutons de réconciliation avec Anne Panasok, ancienne journaliste de l'émission Enquête à Radio-Canada. Restez là. Bienvenue à notre émission spéciale sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ces dernières journées, nous avons entendu plusieurs témoignages d'ex-pensionnaires de partout à travers le pays. Qu'en est-il de la réconciliation chez les Allochtones avec les premiers peuples? Nous avons invité Anne Panasok qui se qualifie comme étant une fière alliée des Autochtones. Elle nous offre de plus une primeur concernant Awashak. La voici. Oui, Anne Panasok, bienvenue à Nouvelle Nationale d'APTN. Tu es reconnue dans les communautés autochtones. Donc, pour toi, qu'est-ce que cette journée représente? Bien, c'est un moment pour réfléchir à nos relations avec les premiers peuples. Parce que je suis une Québécoise, je ne suis pas autochtone, même si j'ai des petits-enfants autochtones maintenant qui sont Inuits par les liens du mariage. Mais c'est un moment pour réfléchir. Et on est très loin de la réconciliation. On est encore très, très loin de la réconciliation. Moi, dans ma démarche et dans le travail qu'on fait, je parle de réparation. Et je pense qu'il faut d'abord entendre la vérité, première des choses. Il ne s'agit pas que les premiers peuples parlent. Il faut les entendre. Il faut écouter, il faut entendre. Vérité. Ensuite, réparation avant réconciliation. Et on n'est pas à la réconciliation du tout, on est à la réparation. Puis, j'aimerais que tu en reviennes sur ta période journalistique. En tant que journaliste, j'aimerais, parce que ça prend un certain sens de doigté, de tact pour aborder les enjeux autochtones. Est-ce que, comment tu faisais ton travail en tant que journaliste? Ça prend du temps. Lorsqu'on est alloctone, comme on dit, quel drôle de terme quand même, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'humilité pour écouter longtemps, s'informer, aller s'informer aussi dans les livres. Je dis souvent aux journalistes, allez lire toutes les différents, les procès, les décisions juridiques extrêmement importantes, tout le droit autochtone. Il faut que vous vous informiez, il faut aller sur le terrain avant de faire des reportages. Beaucoup de travail à faire, beaucoup de patience. Et moi, j'avais eu... avant d'être journaliste, j'étais anthropologue et j'avais été engagée par une association qui n'existe plus, qui est le Conseil Atikamekw Montagnais.
Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de ce travail-là, d'habiter Mingan, Equanichit et Mutashquan, donc d'avoir des familles adoptives. Là. Et je suis tombée en pleine crise du saumon. Et donc, j'ai eu un crash course sur le terrain. Et au moment où je suis devenue journaliste, j'ai continué à garder tous ces liens avec les différentes familles, avec les différentes communautés. Donc, j'avais une longueur d'avance sur plusieurs journalistes, je vais vous dire. Mais quand même, après ça, là, c'est de la patience, c'est d'écouter. Et là, on est l'écho. Quand on est journaliste, on est l'écho des voix autochtones. Évidemment, on va vérifier ce qu'il y en est. Est-ce que ce qui est dit est corroboré par d'autres personnes, par des documents? T'sais, évidemment, on a une recherche à faire pour mettre en onde ce qui peut s'approcher de la vérité. Mais il faut beaucoup de patience. On n'est que l'écho. Il faut entendre les bonnes voix et c'est ça, les diriger correctement. Bien là, juste avant l'entrevue, dans la conversation qu'on avait, maintenant, tu n'es plus nécessairement où tu n'exerces plus le métier de journaliste en ce moment. Je suis toujours membre de la Fédération des journalistes du Québec, professionnels du Québec. J'ai toujours des projets d'écriture, mais je ne fais plus de reportage. Depuis que j'ai pris, d'abord, j'ai pris ma retraite de Radio-Canada, de journalisme d'enquête. J'ai écrit un livre. Bien ça, ce livre-là continue. C'est un livre qui est écrit par une journaliste. C'est pas un roman, c'est sur des faits. Alors ça continue à vivre. J'ai d'autres projets, mais je ne travaille plus comme journaliste au quotidien, non. Donc maintenant, tu es engagée d'une certaine manière en ce moment. Oui. Alors, pendant 2 ans, moi, j'étais la conseillère du ministre Yann Lafrenière, qui est le ministre du secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, et c'était pour l'application d'une loi très précise. Je n'étais pas une fonctionnaire, j'étais une consultante. Je le conseillais sur la loi, de quelle façon on devrait appliquer cette loi, qui est pour moi une loi extrêmement novatrice, qui permet aux familles qui ont perdu la trace de leurs enfants une fois qu'ils ont été envoyés à l'hôpital de savoir ce qui s'est passé. Alors, comment on l'applique? Mais ça, c'est un travail qui n'est déjà plus tout à fait de journaliste. Et là, ça s'est terminé fin juin. Et puis, je vous annonce un scoop, Chouchane. OK. C'est que dans l'application de cette loi, l'Association des familles Awashak est extrêmement importante pour donner l'information. C'est l'association Awashak, A-W-A-C-A-K, là, qui veut dire petit être de lumière en Atikamekw. C'est elle qui reçoit les procurations des familles et tout. Et l'association a dit, ah non, on a encore besoin que tu travailles avec nous. Il a fallu que je réfléchisse, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai décidé de me joindre à l'équipe, donc, comme conseillère auprès de l'association Awashak pour continuer sur le chemin de la vérité. On n'a pas terminé de cheminer. Et ça, la loi 79 est pour moi un exemple de réparation, justement. Avant de se réconcilier, il faut réparer. Et là, avec la loi, on permet aux familles de savoir ce qui s'est passé avec les enfants, de pouvoir faire un deuil, de pouvoir aller se recueillir sur la tombe ou, comme ça s'est passé dernièrement, de exhumer, déterrer les corps pour pouvoir voir si c'est vraiment le nôtre, et avec les tests d'ADN, et puis l'enterrer dans les rituels que la famille désire. Est-ce que, par rapport à la réconciliation ou la réparation, mais je parlerai plus de réconciliation, est-ce qu'il y a espoir, selon toi, dans la société dans laquelle on se trouve en ce moment? Oui, il y a espoir. Écoute, le vent a changé de bord. Vraiment, là, les gens écoutent davantage, veulent s'informer davantage, reconnaissent les torts qui ont été faits aux Autochtones. Mais là, on parle du peuple. Le peuple québécois est de plus en plus ouvert, veut s'informer, comprend ce qui s'est passé. Maintenant, le gouvernement, c'est autre chose. Et là, on est toujours dans une lutte de pouvoir, évidemment. Et il n'y aura pas de réconciliation totale tant qu'il n'y aura pas d'entente politique et territoriale avec les Premières Nations, en ce qui me concerne. Et ça, le partage du territoire, le partage du pouvoir, c'est pas évident. C'est un long processus. Ouais. C'est un long processus. On l'a vu quand même avec la Convention de la baie James et du Nord québécois et évidemment la paix des Braves qui a suivi. Je crois que la situation des Cris a changé. Les Inuits, c'est pas évident. Il faut poursuivre. Il y a des revendications, il y a des négociations. Et vous voyez que les négociations sont difficiles. Mais tant qu'il n'y aura pas ce partage, il n'y aura pas réconciliation. Après la pause, nous recevons un autre vecteur à la décolonisation œuvrant à travers la sphère politique autochtone au Québec. Soyez là.
re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN et à notre émission spéciale sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Mon troisième invité travaille dans les coulisses de la politique autochtone. Il est celui que les élus de plusieurs communautés membres des Premières Nations appellent pour diffuser leur message sur la sphère publique. Voici Éric Cardinal, président de la firme 1603. Oui, Monsieur Éric Cardinal, bienvenue à Nouvelles nationales d'APTN. Bien, merci de l'invitation. Très, très heureux d'être ici. Je suis contente de te recevoir, Éric, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Deux thèmes énormes, à mon avis, en tant qu'Autochtone. Pour toi, la vérité et la réconciliation, cette journée-là, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bien, pour moi, c'est d'abord la journée des peuples autochtones. Ça leur appartient. Et moi, j'aime bien l'aspect réconciliation, effectivement, comme allochtone, allié des Premières Nations. Bien, je lève ma main pour dire je suis prêt à travailler avec les Autochtones, tout en sachant qu'il y a une vérité, effectivement, qui est peut-être le mot le plus important avant celui de réconciliation. Et donc, pour moi, c'est cette journée-là. Pour ma part, c'est d'en apprendre davantage sur les peuples autochtones, d'en apprendre davantage sur l'histoire et les injustices subies par les peuples autochtones, mais aussi de contribuer à faire connaître ça aussi à mes amis québécois, québécoises, canadiens, canadiennes, allochtones, qui ont besoin de savoir, dans le fond, la vérité sur les peuples autochtones. Et pourquoi? Pourquoi travailler pour les Autochtones? Oui. Bien d'abord, moi, c'est en mars 2003 précisément que j'ai décidé que je consacrerais ma carrière professionnelle à ce qu'aujourd'hui on appelle la réconciliation, mais à l'époque, le mot n'existait pas. Mais moi, je me suis donné comme mission, en fait, de combattre le colonialisme. Parce que j'ai découvert, au fil de mes études, parce que j'étudiais en droit, puis j'ai décidé de me spécialiser en droit autochtone, mais aussi par mon passage en politique. J'ai travaillé pour le ministre des Affaires autochtones en 2002-2003. Et j'ai découvert, premièrement, les injustices énormes subies par les peuples autochtones en raison d'un système qui est un système colonialiste, qui est encore présent aujourd'hui. Donc, moi, ce que je me suis dit, comme Québécois canadien, je me sentais une responsabilité, donc de combattre le colonialisme. Puis ça part, comment? Bien, ça part par l'information, par transmettre les réalités, les histoires vécues, la vérité, justement. Et c'est pour ça que, oui, je le fais comme consultant en relations publiques, mais je le fais aussi comme enseignant. Et depuis ce temps-là, j'enseigne toujours à l'université, j'enseigne des charges de cours, droit autochtone, droit des premiers peuples, droit canadien, peuples autochtones. Pourquoi? Parce que il faut enseigner aux allochtones l'histoire et la réalité vécue par les peuples autochtones. Puis, tu sais, il faut la poser, cette question-là. Ton gagne-pain, quand même, c'est les conseils de bande, c'est les communautés autochtones. On peut dire que... Puis je suis pas autochtone. C'est ça. Je fais de l'argent avec les Autochtones. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ben oui. Ben, oui. C'est une question tout à fait légitime que je me suis posée. En fait, à l'origine, quand je parlais 2003, je voulais travailler à combattre le colonialisme envers les Autochtones. Ça, c'était mon idée. Je pensais le faire pas avec les Autochtones. Je pensais le faire justement en allant travailler pour des compagnies minières, des compagnies forestières, des municipalités, des institutions d'enseignement. Puis la vie a fait en sorte que ceux qui m'ont approché pour les aider, c'est des conseils, c'est des chefs, c'est des communautés qui voulaient de l'aide pour communiquer avec les Allochtones. Et je pense que ma plus-value, puis ce qui a été reconnu par les organisations autochtones, c'est que, étant un Allochtone, quand je parlais à un Allochtone des questions autochtones, il y avait une plus grande réceptivité que quand c'était un Autochtone qui parlait des mêmes sujets à des Allochtones. Ça, c'est ma petite hypothèse, mais en fait, la réalité, c'est que j'ai commencé à travailler. En fait, mon premier mandat, c'est avec Joe Norton à Ganawagé en 2003. Et mon idée, c'était pas de devenir entrepreneur, mais c'était d'aider. Et le premier projet sur lequel on a travaillé, c'était de créer un comité de liaison avec les municipalités voisines pour créer des échanges qui n'existaient pas. Bon, il y avait eu la crise
de 1990, qui était, je pense, les braises encore chaudes. Là. Donc, il y avait un travail de rapprochement. On pourrait qualifier ça de réconciliation aujourd'hui. Donc, Joe Norton m'avait demandé de travailler à créer ce lien-là avec les municipalités environnantes. Puis, après ça, bien, il y a un autre chef, un autre conseil qui m'a demandé de faire la même chose en Abitibi. Puis après ça, en Mauricie. Et là, je me suis rendu compte, bien, OK, il y a un besoin, puis peut-être que je peux rendre un service. Et c'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise, puis d'offrir mon service pour aider au rapprochement, aux communications. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était des relations publiques, effectivement. Mais sans même savoir ce que c'était au départ. Moi, j'étais un gars de droit, j'étais un gars de sciences politiques. Mais finalement, ce que je faisais pour les gouvernements de Premières Nations, en fait, c'est de les aider à communiquer avec les organisations allochtones. Mais je trouvais ça, donc, je trouvais ça utile et important d'aller expliquer aux Québécois pourquoi ça existe, pourquoi il y a eu la crise de 1990, pourquoi Ganawagé, il y a ci, il y a ça, pourquoi les Premières Nations ont des droits particuliers. Bien, ça s'explique. Puis j'ai commencé à le faire, puis de un, j'aimais ça, le faire, puis de deux, je pense que j'avais un certain talent pour le faire, ou en tout cas, j'étais suffisamment bon pour qu'après ça, d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres organisations me demandent de faire ça pour eux, particulièrement les organisations des Premières Nations, les gouvernements de Premières Nations. Donc, ça fait 20 ans que je fais ça maintenant. J'adore, je me sens choyé. Puis oui, parfois, des gens pensent même que je suis autochtone, tellement je suis proche des communautés autochtones, mais je ne suis pas autochtone. Je disais souvent avant, j'ai le sang blanc, mais le cœur rouge. Donc, j'ai le cœur autochtone, même si je ne suis pas autochtone. Maintenant, on dit que je suis un allié. Je pense que le terme s'emploie bien. Je peux dire que je suis un allié, mais je me plais souvent à dire que je suis un blanc décolonisé. OK. Donc, c'est le terme que toi, tu qualifierais maintenant. Parce que je sais que je suis un blanc. Je ne prétends pas être autochtone ni parler pour les Autochtones, mais je peux aider puis contribuer parce que ma mission, c'est de combattre le colonialisme, qui existe encore. Oui, ça s'est beaucoup amélioré en 20 ans. Il y a eu d'énormes progrès. Les Autochtones vivent encore dans un système colonialiste à leur égard. Puis ça, bien, moi, c'est ma mission. Puis, bien, je peux le faire en travaillant avec les gouvernements des Premières Nations. Donc, je suis très, très heureux puis choyé de pouvoir le faire. Puis notre entreprise a des valeurs, évidemment, qui sont proches des valeurs des Autochtones, puis notamment de redonner à la communauté. Donc, nous, ce qu'on fait aussi, c'est que régulièrement, on va faire soit du travail pro bono, donc gratuitement pour des organisations, où on va redonner aussi des parties de nos profits dans des organismes pour les Premières Nations. Par exemple, je siège au conseil d'administration de Pomin-Mishkinu, l'organisme de Dr. Stanley Volant, pour lequel César Autois fait du pro bono. Donc, on va aider l'organisme à faire des relations médias, par exemple. J'aimerais ça te dire, Éric, dans ma langue, Tsinishkimeten. Bien, merci beaucoup, Tsinishkimeten, à toi. Puis j'apprécie vraiment l'invitation. C'était un grand, grand plaisir, Shushan, d'être ici avec toi. Merci beaucoup. Chez Jin, comme on dit chez nous, de rien. Excellent. Merci. C'est ce qui conclut notre émission spéciale de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé, Wimpsich.